Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire s'intitulant Perturbateurs endocriniens et nanomatériaux, mieux les connaître pour protéger la santé des travailleurs. Bonjour, donc je suis Julie Vonarx, toxicologue industrielle à la PST 18. J'animerai ce webinaire avec Marine Paquet, toxicologue industrielle au CIHL 45. Suite à la présentation, vous aurez la possibilité de poser vos questions donc, dans le chat. C'est Bénédicte Girard, technicienne de prévention à la PST 18, qui se chargera de les compiler donc, pour nous les poser. Pour répondre également à vos questions, nous sommes accompagnés donc, de Philippe Ledon, contrôleur de sécurité à la CARSAT, et d'Élodie Devin, ingénieure de prévention à la DRET, donc la Direction régionale du travail. Nous vous rappelons que ce webinaire est enregistré et donc le replay sera mis à disposition sur la plateforme des rencontres santé-travail. Donc, voilà les thèmes qui seront abordés lors de la présentation. Donc, quels sont les effets sur la santé des perturbateurs endocriniens et des nanomatériaux? Quels sont les secteurs d'activité concernés? Comment peut-on les identifier et quelles démarches de prévention pour s'en protéger? Donc, avant de démarrer, nous souhaitions vous rappeler que les produits chimiques sont partout dans notre environnement de travail, mais aussi à la maison, et qu'on fait habituellement la distinction entre des produits chimiques étiquetés, tels que des cols, des peintures ou des vernis, mais également les agents chimiques émis par vos activités, et cela comprend donc les poussières de bois, les gaz d'échappement ou encore les fumées de soudage. Ces produits chimiques peuvent entrer en contact avec l'organisme selon 3 voies. Donc, soit par contact cutané, lorsque, par exemple, on va toucher directement un produit ou toucher un chiffon qui serait imbibé du produit. Par inhalation, donc en respirant des poussières, des aérosols, des gaz ou des vapeurs, ou encore par voie digestive, si par exemple on porte à la bouche les mains souillées ou encore des aliments qui seraient souillés par des produits chimiques. Donc ces produits peuvent entraîner des atteintes locales, alors au point de contact, mais également passer dans le sang et atteindre des organes qui sont parfois éloignés de l'endroit de contact et produire des effets sur la santé. Les perturbateurs endocriniens et les nanos peuvent être d'origine naturelle ou synthétique et ils sont présents dans la composition de nombreux produits de la vie courante. On les considère comme des risques émergents puisque aujourd'hui leurs effets sur la santé sont peu documentés et semblent être assez préoccupants. De plus, on a un dispositif réglementaire qui est peu spécifique et leur repérage est rendu difficile par le manque d'informations disponibles. Donc, c'est face à ce constat que, dans le cadre du plan régional santé au travail 2016-2020, les préventeurs de la région Centre-Val de Loire, donc il s'agit des préventeurs des services de santé au travail, de la MSA, donc pour le secteur agricole, la DRETS et la CARSAT. Donc, ces préventeurs ont organisé un repérage de ces substances au sein d'entreprises ciblées pour mieux prévenir et tracer les expositions à ces risques. On souhaitait vous présenter un exemple avec le bisphénol A, parce que c'est une substance dont on entend assez souvent parler, pour vous illustrer finalement comment les données scientifiques conduisent petit à petit à des interdictions ou à des restrictions d'utilisation. Et ce qui s'est passé pour le bisphénol A, c'est que finalement, au fur et à mesure de l'apport des connaissances, mais aussi des alertes qui ont été émises par les agences sanitaires comme l'ANSES, et qui nous disaient qu'effectivement, il fallait réduire les expositions, notamment des populations les plus sensibles. Petit à petit, la réglementation a évolué, est devenue plus contraignante et a conduit finalement à, par exemple, la restriction de l'utilisation de cette substance dans les papiers thermiques ou encore son interdiction dans les biberons ou les autres contenants alimentaires. Et ce n'est finalement assez récemment, qu'en 2016-2017, que le bisphénol A a été identifié comme substance extrêmement préoccupante sur la base de ses propriétés de perturbation endocrinienne. Alors, il faut savoir que le bisphénol A, aujourd'hui, du fait de ses interdictions et restrictions, peut être remplacé par d'autres substances, dont le bisphénol S. Et on est en train de se rendre compte que, finalement,
C'est une substitution un petit peu regrettable puisque le bisphénol S a les mêmes effets que le bisphénol A et serait aussi dangereux du fait d'une élimination moins rapide du corps. Alors, puisque l'on parle des perturbateurs endocriniens, qu'est-ce que le système endocrinien? Donc, c'est un ensemble de glandes et de cellules qui fabriquent les hormones qui sont libérées dans le sang. Ces hormones sont des messagers naturels entre les différentes parties du corps. Elles sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme humain. Par exemple, elles interviennent dans le métabolisme, dans la reproduction, la grossesse, la croissance, ou encore dans la glycémie, donc la régulation du taux de sucre dans le sang avec l'insuline. Pour bien comprendre ce qu'est un perturbateur endocrinien, je vous propose de regarder un extrait en fait, d'une vidéo qui a été réalisée dans le cadre du plan régional santé-travail. Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques étrangères à l'organisme, capables de modifier le fonctionnement notamment de la thyroïde, du pancréas, des testicules et des ovaires. Ils sont susceptibles de provoquer des effets nocifs tant chez les individus exposés que sur leur descendance. Qu'ont-ils de particulier? L'effet des perturbateurs endocriniens n'est pas obligatoirement proportionnel à la dose reçue. L'association de plusieurs produits chimiques peut engendrer des effets plus néfastes sur la santé que ceux produits individuellement. C'est l'effet cocktail. Il existe durant la vie des périodes critiques d'exposition, qui sont notamment la grossesse et l'adolescence. Quels sont les effets sur la santé? Même s'il est difficile d'établir un lien entre l'exposition aux perturbateurs endocriniens et les survenues de pathologies, ils sont notamment susceptibles d'altérer le système reproducteur masculin ou féminin, de provoquer des cancers, de provoquer des anomalies de développement, ainsi que d'autres effets comme des troubles du comportement, obésité, diabète. Donc, comme nous venons de le voir dans cette vidéo, les perturbateurs endocriniens vont être capables de modifier le fonctionnement du système endocrinien. Ces effets peuvent se produire à très faible dose, y compris des doses de contamination environnementale habituelles. Et de plus, pour certains, il y a une relation dose-effet non conventionnelle, ce qui veut dire qu'on peut avoir des effets plus puissants à des doses faibles, alors qu'ils ne le sont pas à doses plus élevées. Par ailleurs, on a identifié des populations qui sont plus vulnérables aux effets des perturbateurs endocriniens. Et il s'agit entre autres des périodes de développement, donc par exemple au moment de la grossesse ou de l'adolescence. Et enfin, l'effet cocktail ou le risque d'effet cocktail, puisque comme on l'a vu, nous sommes exposés à plusieurs substances chimiques simultanément dans notre environnement, et c'est cette association de plusieurs substances chimiques qui pourrait engendrer finalement des effets plus néfastes pour la santé que si on était exposé à chaque substance prise individuellement. Je passe la parole à Marine qui va poursuivre sur les nanomatériaux. Donc effectivement, Julie vous a présenté la partie sur les perturbateurs endocriniens. Je vais à mon tour vous parler un petit peu des nanomatériaux. Donc tout d'abord, il faut savoir ce qu'est un nanomatériau. Donc il se définit par sa dimension qui va être comprise entre 1 et 100 nanomètres, donc ce qui est extrêmement petit. Pour vous illustrer ça, vous voyez sur le schéma la différence entre un ballon et la Terre, c'est 10 millions de fois, le ballon est 10 millions de fois plus petit que la Terre. Un nanomatériau va être 1 milliard de fois plus petit que le ballon. Donc ça vous donne un peu une idée de la taille vraiment extrêmement petite de ces substances, ce qui va poser problème évidemment pour la toxicité. On a deux types de nanomatériaux, donc on va rencontrer des nanomatériaux générés et des nanomatériaux manufacturés. Donc les nanomatériaux générés, ce sont soit d'origine naturelle, comme par exemple la fumée des volcans, ou très souvent aussi d'origine humaine. Donc on peut citer les fumées de soudage, les fumées de combustion, les gaz d'échappement des voitures, etc. Dans les nanomatériaux manufacturés, là ce sont des nanos qui sont contenus dans les poudres, dans des poudres que vont manipuler les salariés, donc qui vont être après inclus dans des produits finis, mais l'exposition du salarié va se situer au niveau de la manipulation de la poudre.
Les voies d'exposition, donc comme Julie vous l'a expliqué tout à l'heure, il existe 3 voies d'exposition dans l'organisme. Concernant les nanos, ça va être principalement la voie respiratoire qui va être concernée. Un petit peu la voie digestive et la voie cutanée, en particulier quand on a une peau avec des coupures ou une peau qui est lésée. Mais en grande majorité, ça va être la voie respiratoire qui va concerner l'exposition aux nanomatériaux. Vous voyez ici sur ce schéma une explication du mécanisme de toxicité des nanomatériaux. Donc on voit, comme je viens de vous l'expliquer, qu'il existe, qu'il y a une entrée dans l'organisme par la voie inhalation, un dépôt dans le système respiratoire qui va provoquer une inflammation respiratoire, puis une inflammation généralisée qui va engendrer des effets cardiovasculaires. Donc ça, c'est la première voie. Il existe aussi le phénomène qu'on appelle de translocation, donc à savoir que en fait, les nanomatériaux sont tellement petits qu'ils vont passer les barrières biologiques et donc qui vont pouvoir un petit peu voyager dans le corps humain à travers soit les nerfs, le sang ou autre, et atteindre des organes comme le cerveau par exemple, ou les reins, le foie, d'autres organes. Et ceci va bien évidemment provoquer soit une inflammation généralisée, soit directement des effets cardiovasculaires. Donc c'est pour cette raison que les nanomatériaux sont ont un impact beaucoup plus important sur la santé que les éléments macroscopiques ou microscopiques. Alors, on a parlé un petit peu des nanomatériaux et puis des perturbateurs endocriniens, donc ce que c'était, mais finalement, où est-ce qu'on va les retrouver? Alors, ces éléments-là, que ce soit nano ou PE, on va les retrouver dans différents secteurs d'activité, donc principalement ceux qui sont notés ici sur ce schéma, donc le textile, l'industrie textile, l'agriculture, tout ce qui est peinture, vernis, la pharmaceutique, la cosmétique, la plasturgie, et puis quelques autres secteurs un petit peu en marge. Mais principalement, ce sont ces secteurs-là qu'on va retrouver. Il faut aussi signaler, mais je le rappellerai tout à l'heure, qu'on peut avoir des produits qui vont être situés dans qui vont se trouver dans des nanomatériaux, des perturbateurs endocriniens qu'on va trouver dans des produits qui ne sont pas forcément des produits utilisés dans la production, mais plutôt des produits d'entretien des espaces verts, de maintenance, voilà, qui ne sont pas directement liés au process de l'entreprise. Des encres, par exemple, aussi, des encres d'imprimerie, par exemple, d'imprimantes, de choses comme ça. Donc, comme vous l'a présenté Julie, nous avons fait en région Centre-Val de Loire un repérage des nanomatériaux et des perturbateurs endocriniens dans un certain nombre d'entreprises. On avait sélectionné ces entreprises sur la base de la bibliographie qu'on avait pu effectuer et puis par rapport au code NAF, donc on avait ciblé un certain nombre d'entreprises en région. Sur ce nombre d'entreprises qu'on avait ciblées, nous avons pu en visiter 121, dont 54 sur le secteur agricole. Donc voilà, vous avez une représentation un petit peu schématique de type d'activité des secteurs qu'on avait pu visiter. Donc bien évidemment, ces entreprises ne sont pas forcément représentatives de 100% des entreprises de la région et encore moins au niveau national. Ça reste un échantillon des entreprises visitées. Au final, on a pu s'apercevoir que sur les 121 entreprises, on a mis en évidence la présence de perturbateurs endocriniens dans 40 entreprises, de nano dans 7 entreprises et à la fois de PE et de nano dans une vingtaine d'entreprises. Donc ça fait à peu près 55% des entreprises visitées qui utilisent soit des nanos, soit des PE, soit les deux. Donc ça, c'est quand même un point très très important à signaler. Ça veut dire que globalement, sans extrapoler les résultats, comme je vous l'ai dit d'une manière générale, ici, on avait quand même 55% des entreprises qui utilisaient ces substances. Spécifiquement sur les PE, donc on a retrouvé principalement ces cinq familles qui sont affichées ici. Donc les phtalates, entre autres dans la cosmétique et la plasturgie. Donc les phtalates, ce sont des substances qui sont prévues pour assouplir et plastifier. On a retrouvé beaucoup de parabènes, donc on entend beaucoup parler dans les médias, entre autres par rapport aux cosmétiques, donc pas de surprise, nous les avons retrouvés dans l'industrie cosmétique et pharmaceutique. Donc les parabènes sont des conservateurs, principalement des antimicrobiens et antifongiques. On a retrouvé du styrène dans la plasturgie. Alors le styrène, on va le retrouver aussi dans tout ce qui est mastic, ce genre de choses. Des pyréthroïdes, donc ça c'est principalement dans l'agriculture, mais aussi on a pu remarquer qu'on trouvait beaucoup ces substances dans tout ce qui était les bombes anti-guêpes, ce genre de choses, donc utilisées
entre autres par les services maintenance ou espaces verts ou autres des entreprises. Donc, ce n'était pas uniquement dans les entreprises agricoles, mais aussi dans les entreprises du régime général. Et enfin, les dithio-carbamates, donc ça, ce sont principalement les entreprises agricoles, pour le coup, là, qui les utilisent. Donc, ce sont des fongicides qu'on a retrouvés aussi beaucoup dans l'agriculture. Donc, ici, c'est les 5 grandes familles qu'on a retrouvées de perturbateurs endocriniens. Mais il faut savoir que dans les produits qui ont été repérés, il y avait entre 1 à 4 substances perturbateurs endocriniens à l'intérieur. Donc, tout à l'heure, Julie, vous parlez de l'effet cocktail. Donc, évidemment, l'effet cocktail va concerner une exposition, une multi-exposition à plusieurs produits, mais vous vous doutez bien que si dans un même produit, on a déjà 1, 2, 3, 4 perturbateurs endocriniens, l'effet cocktail va se produire déjà au sein même de ce produit-là. Donc, si en plus on en a d'autres, évidemment, ça multiplie les effets. Donc, je vous ai présenté un petit peu les résultats des perturbateurs endocriniens. Sur le repérage nano, on a principalement mis en évidence la présence de dioxyde de titane, de dioxyde de silice, de noir de carbone. Alors, vous voyez ici un petit pavé bleu foncé et puis un autre bleu clair. Donc, sur le pavé bleu foncé, ce sont en fait les nanomatériaux pour lesquels on avait une information sur la forme nanométrique. Les autres, on avait pu repérer par exemple du dioxyde de titane dans 55 produits. Mais finalement, il n'y en avait que 11 qui avaient vraiment, pour lesquels on avait une information sur, par rapport à la taille en fait, des particules d'eau. On se doute que probablement le dioxyde de titane dans les 55 autres était probablement sous forme nanométrique, mais on ne peut pas en être sûr et certain, puisque voilà, on n'a pas d'informations sur la FDS ou quoi que ce soit. Donc, face à tous ces risques, forcément, on va se poser la question de la démarche à adopter, en particulier en matière de prévention. Donc, comme pour le risque chimique, on va mettre en place un certain nombre d'actions qui vont vous être présentées dans la vidéo qui est issue de la vidéo du PRST3 que Julie vous a présentée tout à l'heure. Supprimer ou substituer ces produits, de modifier les procédés de travail et de mettre en place des protections collectives afin de diminuer l'exposition. Vous pouvez par exemple installer une aspiration à la source avec rejet de l'air à l'extérieur après filtration. Sachez que les aides financières de la CARSAT sont possibles pour vous aider dans votre démarche. Vous devez également mettre à disposition des équipements de protection individuelle adaptés, gants de protection chimique, appareils de protection respiratoire, masques, cagoules adaptées. Identifier et informer les personnes exposées à l'aide de sensibilisation ou notices au poste de travail. Favoriser l'application des mesures d'hygiène avec des points d'eau accessibles et interdire de manger, boire ou fumer au poste de travail. En tant que salarié, comment je me protège? Vous pouvez être exposé aux produits chimiques par voie respiratoire, cutanée ou digestive. Ainsi, vous devez respecter les consignes d'utilisation fournies par votre employeur, utiliser les moyens de protection collective et individuelle à disposition, respectez les mesures d'hygiène et lavez-vous systématiquement les mains et le visage après le travail. Informez votre hiérarchie en cas de défaillance des équipements, de difficultés dans la mise en œuvre des produits ou d'une situation présentant un risque d'exposition. Donc voilà, pour reprendre un petit peu les différents points qui sont évoqués dans cette vidéo, la mise en place de la démarche de prévention du risque chimique va commencer déjà dans un premier lieu par l'évaluation du risque chimique. Donc pour ça, bien évidemment, les services de santé au travail, la MSA, peuvent vous accompagner sur ces sujets-là à l'aide de différents outils que nous avons à notre disposition. Une fois qu'on a évalué le risque et qu'on a défini nos priorités d'action, on va pouvoir commencer à réfléchir à supprimer le produit. Donc évidemment, supprimer le produit qui se PO nano ou même d'un point de vue général sur le risque chimique. Si on a mis en évidence un risque important lié à l'utilisation d'un produit, on essaye de supprimer ce produit-là et de s'en passer. Si ce n'est pas possible, ce qui est comme relativement souvent le cas, on va essayer de remplacer ce produit par un produit tout simplement qui va être moins dangereux, ou voire pas du tout dangereux. On peut également remplacer le procédé, modifier le procédé. C'est le cas par exemple pour la silice. On va préconiser de travailler à l'humide. Ça évitera de générer des nuages de poussière par exemple. Donc ça c'est un exemple de procédé qui pourrait être modifié.
Si on n'a pas possibilité ni de substituer le produit, ni de modifier le procédé, on va réfléchir à intégrer aussi la prévention dès la conception. Un nouveau process, un nouvel atelier, une nouvelle ligne de fabrication. Il faut réfléchir en amont à l'exposition potentielle pour les salariés et à comment est-ce qu'on pourrait mettre en place des solutions avant même d'avoir créé cette nouvelle ligne, par exemple, de production. Ensuite seulement, on va commencer à mettre des équipements de protection collective. Donc, pour le risque chimique, ça va être principalement des aspirations. Une fois que les protections collectives sont toutes mises en place, s'il existe encore un risque, on va mettre en place de la protection individuelle. Donc, ça ne viendra qu'après seulement. Et puis, bien évidemment, ces mesures se cumulent les unes avec les autres. On peut tout à fait avoir de la protection collective et individuelle en même temps. Et puis, bien évidemment, il faut penser à sensibiliser les salariés, à les former, comme c'était expliqué dans la vidéo précédente, à mettre en place des consignes d'utilisation, des bonnes pratiques, etc., afin que les salariés connaissent vraiment la démarche de prévention qui est mise en place dans l'entreprise, les équipements qu'ils ont à leur disposition et puis toutes les bonnes pratiques qu'ils doivent mettre en place. Alors, comme vous l'avez dit, Marine, la première étape de la démarche de prévention du risque chimique, ça va être d'évaluer le risque chimique. Pour évaluer votre risque chimique, vous allez devoir faire l'inventaire des produits. Et la première source d'information sur le danger de vos produits que vous allez rencontrer, ça va être l'étiquette. Comme on peut le voir sur cet exemple-là, ici à droite, l'étiquette va vous renseigner sur le danger du produit. Et par exemple, dans l'exemple ici avec le trichloréthylène, on voit clairement que ce produit, enfin cette substance, est classée comme pouvant provoquer le cancer. La difficulté dans le cadre des PE et des nanos, c'est qu'à ce jour, il n'y a aucun élément d'étiquetage qui va vous permettre d'identifier ces substances donc, présentes dans les produits que vous utilisez dans votre entreprise. Ce que l'on a pu cependant observer lorsqu'on en a fait le repérage dans la région, c'est que sur les produits qui contiennent des substances perturbateurs endocriniens, il y en avait 66% pour lesquels ces substances étaient déjà classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, donc ce qu'on appelle les substances CMR. Donc, ce qui veut dire que ces substances étaient déjà identifiées pour ces dangers dans la fiche sur l'étiquette ou sur la fiche de données de sécurité. Donc, on était en capacité de facilement les identifier, les repérer. Mais cela veut également dire qu'on a un tiers des produits qui contiennent ces substances PE, mais qui ne sont pas étiquetés CMR et donc qui peuvent passer plus facilement inaperçus, en tout cas qu'on peut plus difficilement identifier et qui ne bénéficient d'aucune mesure de prévention supplémentaire. Donc, comme sur l'étiquetage, vous n'aurez pas d'informations sur la présence de PE ou de nano, vous pouvez consulter en deuxième intention la fiche de données de sécurité, donc la FDS. La FDS, c'est un document qui doit vous être fourni par votre fournisseur de produits chimiques et qui vous donne des informations sur la dangerosité de votre produit, les mesures de prévention à prendre ou encore la conduite à tenir en cas d'accident. On y retrouve également la composition du produit. Et depuis 2021, on voit progressivement, suite à une nouvelle réglementation, apparaître des informations sur la présence de PE ou de nano. Cependant, ce repérage à partir des fiches de données de sécurité reste assez difficile et donc vous pouvez vous faire aider de vos services de santé au travail pour vous accompagner dans cette démarche. Donc, pour vous montrer un petit peu des exemples de ce qui va apparaître progressivement dans les fiches de données de sécurité, d'abord, il faut savoir que la fiche de données de sécurité contient 16 rubriques et donc il y en a certaines qui vont plus particulièrement vous intéresser pour identifier le danger de votre produit. Donc, c'est par exemple le cas de la rubrique 2 qui concerne l'identification des dangers. Et dans cet exemple, on voit clairement qu'il est noté que la substance ou le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne. Selon le règlement REACH, ou le règlement de la Commission européenne de 2018, ce qui veut dire que ces classifications REACH et de la Commission européenne sont aussi amenées à évoluer. Donc, petit à petit, on aura de plus en plus de substances qui seront peut-être inscrites sur ces listes. La deuxième rubrique qui peut vous intéresser, c'est la rubrique 3 sur la composition. Et là, voilà, on voit clairement, il est noté dispersion aqueuse de nanoparticules de dioxyde de titane. Donc là, vous avez tout de suite l'indication que votre produit contient des nanoparticules.
Et c'est repris aussi un petit peu plus loin dans le paragraphe 3.3, où on vous dit qu'on a 25% de nanoparticules de dioxyde de titane. Également la rubrique 9 sur les propriétés physico-chimiques de votre produit. Dans cette rubrique, on peut vous indiquer la granulométrie de vos poudres. Et par exemple, on voit ici le maximum granulométrique des nanoparticules contenues donc, dans le produit est de 20 nanomètres. Et donc 20 nanomètres, c'est bien ce qui correspond aux tailles nanoparticulaires, puisque Marine vous expliquait qu'il s'agissait de particules entre 1 et 100 nanomètres. Enfin, la rubrique 11 sur les propriétés toxicologiques. Donc, dans l'exemple de gauche, on voit qu'il est noté que le mélange contient une substance, donc la phénolphthaléine, avec un potentiel de perturbation du système endocrinien, donc d'après la classification de la Commission européenne. Et dans l'exemple de droite, on vous réécrit que ce produit ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés PE. Donc Julie a évoqué la partie FDS. Donc en général, on comprend facilement ce volet entreprise où on doit mettre en place des actions de prévention. Il ne faut pas négliger cependant la partie surveillance médicale des services de santé. Donc il faut savoir que toutes les substances PE ou nano classées CMR doivent faire l'objet d'un suivi individuel renforcé obligatoire pour les salariés exposés. Donc ça, c'est la réglementation des CMR, pas spécifiquement des PE et des nanos. Et comme Julie l'évoquait à l'instant, on a vu qu'il y a quand même un certain nombre de substances PE ou nano qui ne sont pas classées CMR, donc qui ne sont pas soumis à ce suivi individuel renforcé obligatoire. Toujours pour les CMR, on a évidemment interdiction d'exposer les femmes enceintes ou allaitantes et interdiction aussi d'exposer les travailleurs mineurs, sauf en cas de dérogation. De nouveau, une petite vidéo qui va vous présenter un petit peu la surveillance médicale. Donc, cette vidéo, elle concerne principalement l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Pour conclure, n'hésitez pas à me contacter. Dès votre projet de grossesse, dès le début de votre grossesse, les 8 premières semaines étant les plus critiques, en cas de difficulté à avoir des enfants, comme les femmes, en cas de problème de santé, diabète, problème de thyroïde, cancer, etc. Pour vous, en tant qu'employeur, contactez-moi en cas de grossesse déclarée par une salariée ou en cas d'embauche de jeunes travailleurs. Un suivi individuel renforcé est obligatoire pour les salariés exposés aux perturbateurs endocriniens CMR. L'exposition à ces substances est tracée dans les dossiers médicaux. Et enfin, en guise de conclusion, notre action au niveau régional a permis de faire un certain nombre de constats. Donc, à savoir que, effectivement, il y avait des effets préoccupants sur la santé. Donc, pour pallier à ça, il faut mettre en place la traçabilité des expositions, adapter le suivi médical. Et puis, bien sûr, les services de santé peuvent aussi conseiller les employeurs et les salariés sur ces sujets-là. On a aussi mis en évidence que finalement, le repérage avait été relativement compliqué, entre autres par le manque de réglementation. En tout cas, quand on a commencé l'action, on a vu que ça va probablement changer dans les prochains mois, compte tenu des nouvelles réglementations qui viennent de sortir. Mais en tout cas, aujourd'hui, le repérage, que ce soit des PE ou des nanos, reste quand même relativement compliqué, que ce soit sur les étiquetages et même sur les fiches de données de sécurité. La présence confirmée en entreprise de PE et de nano, donc à la fois, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dans des activités de production, mais aussi dans des services annexes comme le service maintenance, les services généraux, les services espaces verts, voilà, dans les encres d'imprimante, dans des endroits où on n'aurait pas forcément pensé trouver des PE et des nanos. Donc pour ça, évidemment, la solution, ça va être de mettre en place des démarches de prévention, d'abord d'évaluation du risque chimique, et puis de prévention, bien évidemment, par la suite. Donc encore une fois, des démarches sur lesquelles nous pouvons vous accompagner. Et puis enfin, des salariés potentiellement exposés, bien évidemment, mettre en place des procédures, des moyens de prévention, des EPI, des EPC, donc équipements de protection individuelle et collective, et puis sensibiliser les salariés, les informer sur tous ces risques-là. Donc on voit dans cette dernière colonne que finalement tous les acteurs de l'entreprise, finalement que ce soit l'employeur, le salarié, le service de santé, la MSA pour le côté agricole, mais aussi la CARSAT, ce sont tous des acteurs, en fait nous sommes tous des acteurs au niveau de la prévention du risque chimique, et s'il manque un de ces maillons, ça ne peut pas fonctionner, donc il faut vraiment qu'il
que tout le monde puisse jouer son rôle dans ce domaine-là. Donc, vous retrouverez en fin de présentation, le PowerPoint vous sera envoyé. En fin de présentation, vous retrouverez à la fois des liens donc, sur la vidéo qu'on vous a présentée en plusieurs parties, mais aussi des plaquettes, une plaquette qu'on a fait dans le cadre du PRST, et puis des dossiers INRS, et puis nos coordonnées par mail si vous avez besoin de nous joindre ou si vous avez des questions par la suite. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Bénédicte qui anime le chat. Pour répondre aux questions, s'il y en a. Alors, il n'y a pas eu de questions sur le chat. Par contre, moi, j'aimerais revenir sur l'action régionale qui a été menée. Peut-être que ça pourra emmener effectivement d'autres questions après aux personnes qui sont inscrites sur ce webinaire. C'est du coup, comment le ciblage, on a bien compris, il y avait 121 entreprises. Sur ces 121 entreprises, quelle était la taille de ces entreprises essentiellement? Est-ce que c'était principalement des petites, des tailles moyennes ou des grosses structures au niveau de l'action? Alors, il s'agissait principalement d'entreprises de moins de 50 salariés, puisqu'on avait 40% d'entreprises de 1 à 9 salariés et 32% de 10 à 49 salariés. Donc, ce qui veut dire qu'on a 72% d'entreprises qui étaient de moins de 50 salariés. D'accord, donc plutôt ciblé petite entreprise. Du coup, on connaît les difficultés des fois pour les petites structures à mettre en place l'évaluation du risque chimique. Est-ce que quand vous êtes présenté au niveau de l'entreprise, est-ce que l'évaluation du risque chimique avait été faite auparavant, ou est-ce que vous avez profité d'un accompagnement pour mettre en place ce repérage PE et nano? Alors effectivement, on avait on n'avait que 26% des entreprises qu'on a visitées qui avaient effectivement réalisé leur évaluation du risque chimique. Donc au-delà juste de l'inventaire et du recueil des fiches de données de sécurité, mais qui étaient vraiment allées jusqu'au bout de la démarche. Et donc, l'action a permis de les accompagner aussi sur ce point-là, puisqu'on a progressé jusqu'à 81% d'entreprises qui avaient réalisé leur évaluation du risque chimique après l'intervention. Par contre, ce qu'on a pu voir, c'est quand même il y avait l'inventaire qui était fait dans la majorité, l'inventaire des produits qui était fait dans la majorité des cas, et le recueil des fiches de données de sécurité aussi avant l'intervention, on était à 70% des entreprises qui l'avaient quand même déjà réalisé. D'accord. Oui, donc la démarche a plutôt été bien accueillie. Apparemment, c'était des entreprises qui étaient déjà plutôt sensibilisées risque chimique. La démarche de repérage PE et nano n'a pas été un frein, en tout cas, à la continuité de l'évaluation du risque chimique. Oui, effectivement, complément de ce que disait Julie, on a plutôt été bien reçus dans les entreprises. C'était des entreprises qui étaient plutôt partantes pour cette démarche, puisque là, c'était une démarche qui allait au-delà de l'évaluation du risque chimique réglementaire, parce qu'on allait vraiment beaucoup plus loin avec la recherche des PE nano. On a été dans la majorité, on a quand même été très très bien reçus par les entreprises. Après, on a rencontré quand même quelques difficultés, quelques craintes, on va dire, qu'on a pu lever ensuite. Des difficultés, en particulier des grandes entreprises qui avaient un petit peu peur par rapport à l'image, à l'image client que ça aurait pu renvoyer. Ils avaient peur d'être estampillés comme entreprise ayant des PE, des nanos. Donc ça, on a pu les rassurer sur le fait qu'on ne travaillait pas du tout sur l'exposition de leurs clients, mais vraiment l'exposition des salariés, ce qui n'a rien à voir. Et puis également quelques craintes des grosses entreprises sur le secret industriel des produits qu'ils fabriquent. Puisqu'on a accès effectivement à la composition de tous leurs produits. Donc, encore une fois, on a pu les rassurer en leur disant que c'était des données qui feraient l'objet d'un traitement statistique général et anonymisé, et qu'il n'y aurait aucun nom d'entreprise qui ressortirait, et encore moins de noms d'entreprises reliés à des produits ou à des substances. C'était la difficulté qu'on a pu rencontrer par rapport à l'accueil, mais d'une manière générale, on a quand même été très, très bien accueillis cette démarche-là. D'accord. Idem pour les restitutions, en fonction de ce qui a pu être repéré à travers des différentes actions en lien avec le risque chimique. Les restitutions sont pas arrêtées, je suppose, qu'aux restitutions, et derrière, il y a eu des accompagnements proposés d'amélioration, en tout cas. Oui, effectivement, c'était aussi l'objet d'un des pans de notre action, c'était aussi pouvoir
non seulement faire avancer les entreprises sur l'évaluation du risque chimique en général, et puis en particulier bien sûr sur les PE et les nanos, et puis derrière de pouvoir mettre en place, les accompagner sur la mise en place d'actions de prévention un peu plus poussées. À savoir aussi que dans la région Centre-Val de Loire, du coup, tous les services de santé ont généralisé la recherche des PE et des nanos dans le cadre de l'accompagnement à l'évaluation du risque chimique, ce qui ne se faisait pas forcément avant. Donc aujourd'hui, les entreprises qui contactent leurs services de santé au travail peuvent être accompagnées non seulement sur l'évaluation du risque chimique, sur la recherche des PE et des nanos, et bien évidemment sur la mise en place d'actions de prévention par la suite. Très bien, merci. Alors, il n'y a pas de nouvelles questions sur le chat, mais moi j'en ai d'autres. J'en ai d'autres, notamment en début de présentation, on a parlé du PRST3, du plan régional santé-travail. C'était voilà, une des missions de ce plan régional santé-travail. Est-ce que du coup, voilà, c'était dans un premier lieu un repérage? Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles orientations en lien avec les perturbateurs endocriniens et les nanomatériaux, avec l'arrivée du PRST3, notamment du PRST4, pardon, excusez-moi. Oui, du coup, je prends le relais. En effet, nous sommes au niveau national et régional en train de construire le 4e plan qui a pour objectif voilà, de travailler en commun sur des objectifs de santé au travail. Et les questions du risque émergent sont pas encore tout à fait bien établies, mais il est clair que cette thématique va ressortir. Et en région, on a déjà présenté à nos partenaires, nos partenaires sociaux, l'enjeu que nous avions de peut-être poursuivre ce qui a été fait sur les PE nano dans le cadre du 3e plan, qui avait déjà débuté sur un axe un petit peu différent dans le 2e plan régional santé au travail, où nous avions déjà travaillé sur les toxiques, sur la reproduction. Donc ça fait quand même des années qu'on se mobilise sur les questions d'évaluation du risque chimique. Malheureusement, on n'en a pas fait le tour. Et des risques émergents viennent s'ajouter à ce sujet qui reste complexe pour les entreprises. On en a bien conscience. Et l'enjeu pour nous, préventeur et pour nous, je parle pour la DRED, c'est vraiment de faire en sorte qu'on se mobilise à plusieurs pour accompagner les entreprises sur l'évaluation du risque chimique qui pour les TPE notamment, est une approche un peu complexe, mais les services de santé au travail peuvent tout à fait bien, le font très bien, accompagnent les entreprises dans leur démarche. Merci. Toujours pas de nouvelles questions. J'en aurais peut-être plus une par rapport à l'éval de risque chimique, notamment. Voilà, au travers des repérages qui ont pu être faits, qui pourront être faits par rapport aux nanomatériaux. On a bien conscience que les perturbateurs endocriniens, pour les mesurer dans les atmosphères de travail, c'est impossible. Par contre, ce n'est pas le cas des nanoparticules. Comment peut-on faire pour… est-ce que déjà, est-ce possible? Et comment peut-on faire, si cela est possible, pour les mesurer dans l'atmosphère de travail? Donc, je vais répondre à cette question. Donc, pour un agent chimique sous forme d'aérosol, la mesure de l'exposition dans les atmosphères de travail se fait en prélevant l'air avec une pompe et en recueillant le polluant sur un support. Et ce support est ensuite analysé et pesé. Le résultat est exprimé en milligrammes par mètre cube. Et ces valeurs sont comparées à des valeurs limites d'exposition professionnelle qui sont définies pour les différentes substances. Alors, pour un agent chimique sous forme nanométrique, cette approche n'est pas suffisante, car en effet, une substance nanométrique a des effets toxiques et inflammatoires beaucoup plus importants que sous forme micrométrique, et elle peut passer certaines barrières biologiques du corps humain, comme ça a été dit dans la présentation, et donc les valeurs limites d'exposition professionnelle ne sont plus, à elles seules, ne donnent plus la référence voulue. On doit donc adopter une autre stratégie de mesure. La première, c'est donc
quand même de continuer à réaliser ces prélèvements d'atmosphère conventionnels, mais sur la base de la fraction alvéolaire, qui est la fraction d'aérosols qui sont les plus fins. Et ce prélèvement permet de faire le lien avec d'autres mesurages qui sont réalisés dans l'entreprise. Et en complément, on peut faire une mesure en temps réel sur le poste de travail pour déterminer la concentration en nombre de particules présentes dans l'atmosphère de travail. Donc cette mesure se fait avec notamment avec un appareil qui s'appelle un compteur de noyaux de particules, ou également avec un appareil qui s'appelle le disque mini et qui permet en complément de mesurer la taille des particules. Et cette approche, elle permet de comparer les postes de travail entre eux, et sur un même poste de travail, elle permet d'identifier les phases de travail les plus exposantes et pour ainsi hiérarchiser les phases ou les postes de travail sur lesquels il faut travailler. Alors à la CARSAT Centre-Val de Loire, on dispose d'un compteur de noyaux de particules, un TSI 3007 et d'un disque mini, et on peut donc intervenir dans les entreprises à la demande des entreprises. Il y a également la société PartiClever qui propose un dispositif qui s'appelle NanoBadge et qui permet de mesurer des nombres de particules dans l'air. Très bien, merci. Et justement, quand on retrouve la présence de nanomatériaux dans l'atmosphère de travail, il y a des systèmes de ventilation à mettre en place en particulier, voilà, un système de protection collective ou individuelle que l'on peut mettre en place pour protéger les salariés par rapport à cette exposition? Alors, pour ce qui est des équipements de protection collective, alors, tout système de ventilation correctement dimensionné et entretenu permet de capter les particules, que ce soit sous forme micrométrique ou nanométrique. Il doit respecter les principes édités dans les guides de ventilation de l'INRS et l'air capté doit être rejeté à l'extérieur de l'atelier après filtration. On a deux points de vigilance pour les nanoparticules. D'une part, c'est que le taux de redéposition dans les réseaux de transport est accru, car les particules ont tendance à s'agglomérer, ce qui va augmenter leur taille, et si la vitesse dans les réseaux de transport n'est pas suffisante, les réseaux de transport risquent de s'encrasser. Et le deuxième point, c'est qu'à performance de captage égale, il faut retenir le dispositif de captage sur un poste de travail qui minimise les surfaces exposées. Et donc dans le cas où des nanoparticules de toxicité inconnue ou élevées sont mises en œuvre, il faut prévoir une double barrière entre le salarié et le polluant avec la mise en place de dispositifs complémentaires. Par exemple, c'est une boîte à gants où le salarié va faire sa manipulation dans la boîte à gants, et la boîte à gants, on aura un système de captage qui permettra d'éliminer les poussières. Alors, pour ce qui est des équipements de protection individuelle, pour une nanoparticule sans effet spécifique, le port d'un EPI traditionnel est suffisant, car l'efficacité des filtres anti-aérosols a tendance à s'accroître avec la diminution des tailles de particules. Il y a juste un point de vigilance, c'est que les particules nanométriques ont tendance à passer par la moindre fuite entre le visage et le masque. Il faut donc être vigilant sur ce point. Après, pour des opérations peu exposantes ou de courte durée, on peut utiliser un masque FFP3 ou un masque avec une pièce filtrante P3. Pour des travaux de plus d'1 heure, un masque à ventilation assistée, et pour des travaux beaucoup plus exposants, par exemple du transfert ou du reconditionnement de nanoparticules de toxicité élevée ou inconnue, il faut porter un masque ou une cagoule ou une combinaison à adduction d'air. Très bien. Surtout par rapport aux équipements de protection collective, on sait que ça a un certain coût. Est-ce qu'il y a des aides qui peuvent être mises en place, notamment par la CARSAT ou quand bien même la MSA pour le secteur agricole? Est-ce que la CARSAT, en tout cas, propose des aides financières, en tout cas des subventions pour aider à la mise en place de ces moyens de protection collective? Alors,
Les aides financières de la CARSAT, elles se déclinent sous la forme de 2 dispositifs. Le contrat de prévention pour les entreprises de moins de 200 salariés et la subvention prévention TPE pour les entreprises de moins de 50 salariés. Alors, pour le contrat de prévention, si le risque chimique fait partie des priorités d'action de la Convention nationale d'objectifs concernée, qui est signée entre la CNAM et les branches professionnelles, tout projet de prévention concernant l'exposition à des perturbateurs endocriniens ou des nanoparticules peut être étudié par nos services et faire l'objet d'une subvention. C'est-à-dire que ces contrats de prévention, ils sont un petit peu à la carte. Les risques qui sont financés sont en fait à la carte en fonction des activités professionnelles. Ce qui est normal du fait que les risques professionnels ne sont pas les mêmes selon les activités professionnelles. Mais en général, le risque chimique est quand même un risque transverse. Ben merci pour toutes ces précisions, pour cette présentation aussi très détaillée de Julie et Marine. Merci beaucoup. Il n'y a pas eu de nouvelles questions depuis, donc je pense qu'on peut peut-être conclure la session ici. Je vais laisser de nouveau la parole à Julie et à Marine pour conclure. Eh bien, écoutez, merci de votre participation. Merci aux intervenants et puis à bientôt, j'espère. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.